à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de mardi. Mes excuses pour hier, j'avais une extinction de voix complète, donc j'ai pas pu assurer le live académicien ni une petite vidéo. Je voulais faire le live, mais ça va être difficile pour moi de tenir plus d'une heure avec vous, donc je préfère vous faire une petite vidéo puisqu'il y a tant de choses à dire sur ce Bitcoin jour après jour, spéculation, volatilité et attraction, voire FOMO. Une forme de petite respiration de marché complètement saine, on va en parler ensemble, il n'y a rien d'alarmant actuellement et on va bien sûr essayer de trouver quelques objectifs, notamment de zone, pas forcément y regarder un prix, il y en a plusieurs, on va en parler maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le score des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez comme plus de 12 000 personnes qui l'ont gratuitement téléchargé. Moi, je l'utilise depuis plus de 7 ans maintenant et m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur les marchés crypto, cycle après cycle, comme marché traditionnel, par rapport à des formes de momentum extrêmement positives qu'on peut trouver sur certaines actions, notamment asiatiques, où les yeux, ou mes yeux se dirigent depuis plusieurs mois maintenant, et j'espère que ça emportera ses fruits dans le temps. On va parler Bitcoin, on va faire petite time frame, plus grande time frame, donc court, moyen, plutôt long terme, et toujours des objectifs, notamment sur les options aux alentours du 29 mars, 65 000 $ à abattre. L'objectif des market makers et des faiseurs de marché, ou teneurs de marché, on peut aussi les appeler comme ça, en gros, ceux qui font le marché, les exchanges notamment, c'est de le placer en dessous des 65 000 $. On le sait, on le voit, c'est pas quelque chose qu'on croit. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que les bulles seront suffisamment forts? Actuellement, ils le sont, puisqu'on est encore au-dessus de ces targets de prix. Mais on va pas aller ensemble sur des petites time frames. Actuellement, on voit une forme de dégradation, une respiration complètement saine par rapport à ce marché. Donc on était à moins 7%, moins 8% tout à l'heure. Quelques liquidations, on va le regarder juste après au niveau de l'order flow. Il faut tout simplement retracer ces zones, mais de façon complètement logique et mécanique. C'est que du bon sens ici. Avec un premier arrêt, notamment sur des time frames en 4 heures, quelques divergences qui sont en train de se mettre en place. Donc la force du mouvement s'amenuise du côté des boules, mais c'est normal, à un moment donné, un marché ne fait pas que monter. Mais actuellement, aucune invalidation, même sur des petites time frames, qui pourraient éventuellement nous laisser penser qu'on devrait corriger de façon plus profonde. Mais ça peut arriver, et je vais vous expliquer pourquoi ça ne doit pas arriver si on veut garder un momentum fort sur des petites time frames. Bon, on le savait, qu'il y avait beaucoup de stops complètement évidents par rapport à cette trendline de price action qui devait être tout simplement chassée, avec plusieurs milliards de dollars d'open interest qui se sont accumulés en l'espace de quelques jours. Donc ça a bien aidé du côté de BlackRock, on suit le move et on suit la hype. Pareil, c'est une forme de FOMO peut-être éphémère, mais il est évident qu'à un moment donné, on ne va pas faire gagner tout le monde, c'est complètement logique, donc on vient chercher ces petites liquidités-là. On parle de 50, 60, voire 100 millions de dollars de liquidation sur des drawdowns de près de 7%. Je pense que c'est pas suffisant. Il va falloir probablement aller le chercher un petit peu plus bas et vous avez des objectifs plus bas et on va le regarder après puisqu'on a quelques indicateurs qui nous expliquent qu'il y a des poches de liquidité qui se trouvent un tout petit peu plus bas et on pourrait aller les chercher. Pourquoi ? Parce qu'on a perdu le premier arrêt. Je suis ici en 4 heures, on le fait rarement, mais c'est intéressant d'aller le chercher avec une forme de clôture exactement chirurgicale et algorithmique sur le premier arrêt, puis une acceptation. L'objectif, c'est de faire de repousser ce prix-là. Finalement, on le perd et on est en train de l'observer depuis le début de la journée. L'objectif maintenant, si on venait à clôturer sous le premier arrêt, c'est de faire un tour dans une zone de rechargement d'achat très court terme, juste ici. On peut même le noter ensemble. Je vous le fais directement comme suit. Regardez ça, c'est juste magnifique. Et c'est où mes petits, je ne sais plus où est-ce que c'est, voilà, mes petits rectangles, ils sont ici, on le fait proprement, zone de rechargement d'achat très court terme, donc swing spéculateur court terme intraday, positionnez-vous là, vous attendez tout simplement vos confirmations, une petite consolidation, réintégration sur des petites time frames. L'objectif pour vous, c'est tout simplement d'aller chercher de nouveaux sommets avec des risques récompenses généralement sous les précédents lots, et ce lot-là doit être maintenu par qui? Par la smart money. Pourquoi? Puisqu'on est déjà allé chercher, on est déjà parti chercher la liquidité qui s'y trouvait. On avait regardé ensemble ici toutes les positions complètement acheteuses qui étaient en train de s'accumuler. C'était assez explosif avec des open interest qui avaient dépassé près de 3 milliards de dollars en l'espace de quelques heures et on est parti les chercher en one shot avec une bougie en 4 heures. Bon, partez du principe que si on est parti le chercher, à quoi ça sert de retourner les chercher? Donc si on venait à perdre ce creux, à ce moment-là, on pourrait remettre une dynamique très court terme, plutôt baissière ici, avec des corrections plus profondes. Et les corrections plus profondes, on les connaît. C'est tout simplement le premier arrêt de tout le précédent mouvement. Et à ce moment-là, on saute d'une time frame. On passerait ici en daily. Premier arrêt de tout le précédent mouvement, 51 387 $. Ce qui est intéressant sur ces 51 387 ou 51 400 $, c'est qu'il y a des bloqueurs complètement
naturels, ce qu'on appelle des bloqueurs dynamiques sur Tenkan Kijun, sur des grosses time frames, puisqu'il faut regarder sur des grosses time frames vis-à-vis de ces bloqueurs-là. On va le regarder ensemble. Je suis actuellement en mensuel et ici, sur ces 50 000 $ à peu près, vous avez la Tenkan, par exemple en mensuel. Vous avez également Tenkan 56 000, mais Kijun ici sur les 50 000 $, pareil. Donc ce sont des bloqueurs dynamiques qui s'actualisent bougie après bougie, donc clôture de bougie, clôture après bougie. Ce que j'aime bien avec Ishiboku Kikuyo, c'est qu'on prend les mèches, donc aussi bien chez les rois, on n'oublie personne, et ça fait des supports dynamiques qu'on pourrait éventuellement essayer de chercher pour aller combler un petit déséquilibre de marché, tester ce test de caissière par rapport à une précédente consolidation, ici entre les 49 000 et les 51 000 $, et il faudra les tenir. Coûte que coûte. Pourquoi ? Parce que si on perd ce niveau de prix, à ce moment-là, ça ouvre la porte et les grands bras ouverts à la target DMS sur les 32 000 $. Pourquoi ? Parce que si le premier arrêt ne tient pas, l'objectif et le plus probable, c'est quoi ? C'est d'aller faire un tour dans une zone de rechargement d'achat plus long terme. Ici, on passera du court terme au moyen terme. Et la target d'Hermès s'y trouve. Mais nous n'y sommes pas et nous y sommes extrêmement loin, bien évidemment. Et pour aller casser ce premier arrêt, à quel point c'est difficile d'aller déjà juste les toucher depuis le début de l'année, eh bien évidemment que ce sera bien sûr joué par beaucoup de personnes et beaucoup de traders et de swing traders. Et moi le premier, je jouerai bien évidemment ce premier arrêt. Mais sans oublier que ma target reste bien sûr d'actualité, toujours pas invalidée. Et si vous voulez éventuellement avoir des premiers prémices d'invalidation, quelle que soit la force de la dégradation ou de la correction, vous passez sur des très grandes time frames. Et tant qu'on ne vient pas à clôturer sous les mèches ou dans les mèches, notamment en trimestriel, je le rappelle, c'est fin mars, il ne faudra pas qu'on vienne clôturer en dessous des 58 886 $. Puisque clôturer dans les mèches, c'est extrêmement bullish. Je vous le dis en toute franchise, c'est très bullish et l'objectif, c'est de faire des arrachements haussiers et de continuer à la hausse. Par contre, si on venait à clôturer en dessous des mèches précédentes par rapport aux ex-ATH juste ici, donc en dessous des 58 765 $, alors à ce moment-là, ce serait considéré comme une réintégration. Et l'objectif des réintégrations, c'est que les bears reprennent le momentum sur des grandes time frames. Et à ce moment-là, on pourrait chercher, le premier arrêt, quasi garanti. Si on venait à clôturer en dessous des 60 000 $, 58 000, je garantis quasiment les 51 000 $ premier arrêt, voire target d'Hermès qui se reprendrait d'actualité, tout simplement. Côté order flow, on avait vu quelques petites choses et on peut repartir sur des time frames un petit peu plus modestes, juste ici. C'était ceci. On voit une très forte dégradation au niveau des baleineaux ici entre 100 000 et 1 million de $, avec le prix qui se dégrade. Oui, mais on avait eu cette information la veille. Regardez ça. On avait déjà eu une forme de dégradation au niveau des baleineaux, ici en violet, par rapport à un prix qui continuait de monter. Donc on comprenait bien que c'était plutôt des petits portefeuilles ici, et le FOMO, voire BlackRock et les ETF qui continuent à grappiller, et quand ils ont fini d'acheter, malheureusement, la contrepartie, ce sont plutôt les acteurs et faiseurs du marché, voire smart money, buy boys, etc., qui vous voulez, et ils en ont profité tout simplement pour accentuer leur pression vendeuse pour aller chercher des poches de liquidité complètement logiques, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose de très très important à observer puisqu'on avait éventuellement un prémisse par rapport au order flow et un deuxième prémisse, si on reste ici dans les time frames en daily, par rapport à la cassure au niveau de cette trendline. Vous avez des petites trendlines qui se trouvent juste ici et on a cassé tout simplement cette trendline. On fait le pullback. Le short pouvait être pris qui correspond à un plus haut par rapport au price action. Vous avez une divergence ici qui n'est pas encore clôturée, faites attention. Donc il faudra attendre la clôture en daily aujourd'hui sur ces niveaux de valorisation pour confirmer cette divergence baissière en daily. L'objectif, c'est d'aller chercher un nouveau Dead Cat Bond par exemple. Ça pourrait être considéré comme aller chercher, si vous voulez le jouer, alors attention, extrêmement risqué, c'est considéré comme de la contre-tendance, mais si on venait à clôturer une bougie en daily sous la précédente bougie ici verte, voire rouge, la divergence baissière en daily, donc 4 heures, etc., tout serait validé. Ce qu'on attend, c'est tout simplement un retour, donc on le fait dans des toutes petites time frames. Ici, on tire un Fibo, on part du principe que c'est notre bottom provisoire de la correction, soit premier arrêt, short prenable, stop au-dessus de la précédente structure, soit zone de rechargement de vente logique, stop au-dessus de la précédente structure, avec des drawdowns, objectif de cours, pourquoi pas aller chercher le premier arrêt de tout le précédent mouvement, si la dynamique de flux venait à se mettre en place, mais plutôt ici sur des corrections baissières. Et ce sera directement collatéralisé, d'un point de vue mécanique, voire, comment on pourrait dire ça,
de marché, une mécanique de marché, par rapport aux ETF qui se sont très fortement dégradés aussi. On est passé de 1 milliard à 600 millions à 132 millions encore hier. Si vous voyez du rouge, ce ne sera pas forcément très positif. Si vous voyez 2 journées rouges, ce sera encore moins positif. Donc, la dernière journée, c'est vendredi, donc c'est aujourd'hui. Il faudra attendre après tout le week-end et il y a probablement du swing à jouer pendant tout le week-end. Donc faites attention à la volatilité. Moi, personnellement, je m'en détournerai ce week-end, tout simplement. Voilà. J'espère que je vous ai aidé avec tout ça. Il n'y a pas grand-chose non plus à dire du côté des altcoins, notamment niveau Ethereum. Ethereum, très bonne nouvelle par rapport notamment à la mise à jour, comment on dit ça, Dankin, on pourrait dire Dankin en français, ou c'est Denkun. In English, je n'en ai pas la moindre idée. C'est tout simplement une volonté de Vitaly Buterin, en tout cas des équipes de Vitaly Buterin. Je rappelle que Vitaly Buterin aujourd'hui détient moins de 3% du supply d'Ethereum, donc a quasiment plus aucune influence d'un point de vue gouvernance vis-à-vis d'Ethereum, mais a une influence bien évidemment philosophique, j'ai envie de vous dire. Donc lorsque généralement il propose des choses, la communauté le suit, avec cette mise à jour qui a permis en fait de diviser par X, je ne sais plus combien exactement, mais de façon extrêmement drastique, notamment tous les fees qui tournaient sur Layer 2. Donc on est passé de quelques dollars ou quelques centimes de dollars, dizaines de centimes de dollars, à 0,0009 centimes de dollars pour les meilleurs. Et Ethereum corrige. Pourquoi? By the rumor, sell the news, mais je vais vous donner une réponse logique. Bon, il y a une correction, donc c'est by the rumor, sell the news, on les connaît, on va chercher les niveaux clés, ça fonctionne plutôt pas mal au niveau de nos petits paras RNGC. On ne vient pas chercher la dernière, mais je pense qu'on devrait aller la chercher à minima sur les 4200 $ vis-à-vis d'Ethereum avant de éventuellement de corriger de façon un peu plus profonde pour aller nous chercher, pourquoi pas un premier arrêt. Eh ben, c'est pas compliqué. Si vous êtes investisseur d'Ethereum, si vous êtes validateur d'Ethereum et que tout le monde utilise Layer 2, notamment pour des paquets de transactions, bon, si vous mettez en place des outils qui permettent de réduire de façon drastique les fees, eh ben, c'est pas très content pour les gros portefeuilles qui ont aujourd'hui des Ethereum qui sont bloqués dans des validateurs, à commencer par Lido notamment, qui est le plus gros, puisque c'est moins de rendement, tout simplement. Donc ne soyons pas surpris si on explique à des validateurs, des teneurs et des teneurs entre guillemets du protocole, qu'on va leur filer beaucoup moins de fees. C'est normal qu'ils vont éventuellement voir ailleurs. Donc tout le monde en fait se gargarisait par rapport à Solana parce que c'était une blockchain beaucoup plus scalable, beaucoup plus rapide avec des fees qui étaient divisés par 1000, mais partait du principe que c'est tout simplement moins rentable pour Ethereum. Et puis la smart money va là où c'est rentable pour elle, bien évidemment. L'objectif c'est encore une fois de faire de l'argent. Donc ne restons pas compliant par rapport à des informations qui nous semblent, nous, en tant qu'utilisateurs, extrêmement pertinentes, mais qui est plutôt néfaste pour de la smart money, qui sont aujourd'hui loquées dans ce type de protocole, bien évidemment. Donc ça ne veut pas dire que ça va ne pas monter, ça veut tout simplement dire qu'il faut tout simplement digérer, et avoir cette rencontre entre l'offre et la demande, entre ceux qui sont extrêmement contents et qui vont prendre part par rapport à des prix plus raisonnables par rapport à ces valorisations d'intercycle, et ceux qui sont tout simplement déçus parce qu'ils voulaient gagner du pognon et ils ne sont pas d'accord pour lâcher quelques pourcentages de rendement par rapport à des fees qui ont été revus, bien évidemment, à la baisse. Ça, j'ai le comme ça, c'est complètement mécanique, c'est complètement logique. Et si vous regardez aujourd'hui Nvidia, si vous regardez à l'époque, je ne sais plus comment elle s'appelle, mince, je ne l'ai plus lors de la bulle des .com, c'est pas Disco, c'est quelque chose comme ça, vous me direz. Toujours ces problèmes de... Je sais plus, mince, je l'ai plus. Bon bref, vous le comprenez, qu'aujourd'hui, est-ce que les marges vis-à-vis des Nvidia vont être maintenues dans les 10 prochaines années? Je ris, je suis désolé de vous le dire, mais Nvidia ne pourra pas aujourd'hui tenir dans les 10 prochaines années des taux de marge à 60%, ce n'est pas possible, puisque la concurrence va se mettre en place, et la concurrence a déjà réagi, et réagit dès aujourd'hui. Donc, à penser qu'aujourd'hui, les marchés financiers ont pricé la bonne valeur de Nvidia au même titre que Ethereum et toutes nos crypto-monnaies, je pense que c'est encore sous-évalué. Mais du côté de Nvidia, partez du principe que s'ils n'arrivent pas à tenir ces taux de marge de façon pérenne, partez du principe que ça finira par retracer et que le marché reprendra ses droits et les valorisations reprendront leurs droits, bien évidemment. Et c'est comme ça que ça fonctionne, tout simplement. Mais actuellement, ça reste haussier, il n'y a aucun problème avec ça, bien évidemment. Bon, il n'y a pas plus de choses à dire, on peut faire juste un petit tour aux côtés des options de façon extrêmement furtive. Les max paying price toujours à 49 000 $, c'est vraiment nos bloqueurs, on a regardé tout à l'heure, qu'il ne fallait bien évidemment pas passer en dessous de ces 51 000 $. Nous avons un max paying price à 50 000 $. Ne soyons pas surpris si on prend ces fameux 50%, 30% dans la tronche.
bon, on va déliverager le marché. Il y aura de toute manière une news catalysante qui nous le poussera par rapport à ce prix-là. Actuellement, je ne la vois pas, donc extrêmement difficile à jouer. Mais techniquement, en fonction de ce que je vous ai dit précédemment, c'est jouable. Un petit dead can bounce, on vient chercher éventuellement une percée dans creux. On attend peut-être un petit rebond, une respiration. Des prises de vendeurs à découvert qui éventuellement prendront leur profit ici. Le petit dead can bounce et on peut éventuellement jouer ces targets-là au niveau des 50 000 $. Mais actuellement, je ne le joue pas puisque je ne le vois pas. Et on peut très bien se faire un nouveau sommet avant la fin de la journée, comme vous pouvez bien sûr le constater préalablement, tout simplement. Une dernière petite news, je voulais vous le montrer quand même, je trouvais ça important par rapport à Swissborg. Vous savez ce que j'en pense par rapport au trade que j'ai fait directement dans le Discord, à l'ensemble de la communauté. Bon, ils ont levé 2,5 millions de $, en 2 minutes et 22 secondes. C'est génial. Je vous le dis franchement, c'est génial. Mais c'est pas génial pour le projet, hein, et je suis très content pour Ethir. Je suis très content pour Swissborg, puisque ça fait plusieurs mois, voire années maintenant, qu'on milite par rapport à cette possibilité de donner la possibilité à des petits portefeuilles, des petits retail, de se mettre à la table des VC. Et c'est clairement ce qui est en train d'être proposé aujourd'hui par Swissborg. Et il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 10, il y en a des dizaines en fait des Volt qui vont continuer à s'agrémenter et ça a l'air de fonctionner du côté de Swissborg. Donc si aujourd'hui on adhère à cette philosophie, à cette mécanique, à cette possibilité de pouvoir s'asseoir à la table des grands VC, des personnes qui ont plusieurs dizaines, voire centaines de millions de $, je pense honnêtement qu'il faut regarder Swissborg avec un œil peut-être un petit peu différent de ce qu'on peut nous proposer aujourd'hui du côté des échangeurs notamment centralisés, très connus, et les plus gros notamment, parce que leur proposition de Launchpad est complètement à des années-lumière de ce que propose aujourd'hui Swissborg. Je militais pour ces actions-là il y a plusieurs mois, voire années maintenant. Vous le savez, je m'inscris pleinement dans cette logique. Et c'est pas forcément une mauvaise idée d'aller regarder peut-être avec un œil peut-être un tout petit peu plus aguerri de ce qui se passe du côté de Swissborg. Et pourquoi pas les accompagner dans leur développement, parce que je milite pour ça depuis des mois. Et je suis très heureux qu'enfin une société et un projet communautaire nous propose de faire ce type de choses. Pour le résumer de façon extrêmement limpide, vous vous mettez dans le siège de qui veut être nos associés des projets crypto de demain, européens notamment. Voilà, c'est un petit peu l'idée et je partage complètement ces logiques. Je ne sais pas si on va y arriver, je ne sais pas s'ils vont y arriver, mais en tout cas, s'ils ne l'avaient pas fait, j'aurais bien voulu le faire et donc je m'inscris dans cette logique, bien évidemment. Je pense que c'est une excellente chose, tout simplement. Voilà, c'était la crypto ETH toujours sous les 4 000 $ malgré le succès d'un compte, je vous en ai parlé juste avant. On va s'arrêter là-dessus, 17 minutes, j'espère que je vous ai aidé, mais juste avant de vous quitter. Je pense que c'est quand même important de le regarder, puisque j'ai Mitch666 qui m'a partagé tout à l'heure dans le Discord, et je voulais vous en parler. Hermès, tu nous avais parlé il y a plusieurs mois de DREP, une crypto complètement sous les radars, très peu capitalisée, et tu avais dit que c'est typiquement le genre de crypto qui peut exploser littéralement. Bah, je le dis encore, ça peut encore exploser. Par contre, je pensais que c'était plus violent, pour être tout à fait honnête. C'est pas si violent que ça, parce que finalement, toutes nos cryptos sont clairement dans ce cas de figure, mais je te remercie pour ce petit commentaire dans le Discord de tout à l'heure. Donc, je te fais lumière et je te donne ma représentation par rapport à DREP. Je ne vais pas rentrer dans le détail fondamental de DREP. Hein. C'est clairement un protocole type Layer 2 qui a une forte interopérabilité. Vous pouvez regarder un petit peu plus profondément ce que c'est au niveau des fondamentaux. Mais il faut comprendre que j'apprécie un petit peu à Alephin. Par exemple, si vous regardez Alephin, c'est une toute petite cap qui est aujourd'hui sur Coinbase et qui a déjà fait 300% d'augmentation depuis qu'on en avait parlé, parce que ce sont des toutes petites caps qui sont sur des gros échangeurs. Donc c'est très facile en fait de les mettre en lumière sur un coup marketing et de voir en fait des traders déjà actifs sur une plateforme dédiée, de pouvoir éventuellement y spéculer pour faire pump vos bags tout simplement. DREP s'inscrit dans cette logique. Je vous explique pourquoi. Puisqu'actuellement DREP, c'est sur BitGet, c'est sur Binance, c'est sur BitX, c'est sur quand même des échangeurs qui sont relativement gros, avec une capitalisation qui est minuscule. Et je dis bien minuscule. Je vais essayer de le retrouver juste ici. C'est lequel? Non, c'est pas celui-là. Je sais plus, non, c'est pas celui-là que je voulais. Pourquoi j'ai pas la capi? Je crois que c'est 25 millions de capi ou 30 millions de capi, je l'avais vu tout à l'heure. Voilà, 28 millions de dollars de capi, 47 millions de full dealer. Enfin, vous avez compris l'idée. Donc je ne dis pas que ça va complètement faire x100, etc. Mais encore une fois, c'est typiquement le genre de truc qui pourrait les faire. Hein, c'est x100, puisque c'est une toute petite capitalisation. Et si ça venait en fait à rentrer dans une forme d'interopérabilité, notamment à destination des entreprises, et que DREP est mis en lumière par je ne sais quel moyen, c'est clairement le type de coefficient multiplicateur qu'on pourrait éventuellement avoir, puisque c'est pas compliqué de le balancer à 2 milliards de dollars, ce truc-là, si vraiment il y a une hype et un intérêt par rapport à leur protocole qui est proposé. Côté graphique,
honnêtement, c'est plutôt propre. Vous avez un OBV complètement croissant, ça ne bouge plus. On rentre quasiment dans un enfoncement d'utilité de surachat ici, notamment sur des time frames en weekly. On est toujours dans un enfoncement d'utilité d'achat ici, plutôt en mensuel. On tente de réintégrer en fait au niveau de notre RSI 50. On passe et on attendrait éventuellement un petit pullback. Et l'objectif, c'est de le faire décoller, ce truc-là, bien évidemment. Donc, prenez vos profits néanmoins, c'est très important, puisque des mèches, on les connaît, hein, mais c'est typiquement le genre de truc qui peut faire exactement la même chose que ça. Ça, on en rigole, mais honnêtement, c'est complètement possible. Maintenant, vous avez quelque chose qui est en train de se passer. Je suis heureux que tu me le dises aujourd'hui et pas le mois prochain, puisque si on venait à clôturer une bougie en mensuel sur ce magnifique W en mensuel, honnêtement, ça a mon TP, ça a mon investissement numéro 1. On serait clairement dans une... c'est pour vous dire encore une fois qu'il y a... Alors, je ne sais pas si c'est vrai au niveau de ces mèches-là, on va le regarder. Au niveau... Ah, mais je suis peut-être pas là. Ah si, je l'ai. C'est allé à 2,60 $. Allez, on va le prendre à 2,60 $, juste ici. Tous vos zéros, vous connaissez la musique chez les rois. Hop, de 60. On est dans un enfoncement, enfin, dans une zone éco, sous une zone éco, dans une zone première classe ici. Honnêtement, c'est clairement ce que je vise personnellement. Donc, je ne suis pas en train de vous solliciter ou de vous inciter à acheter ce type de token. Très loin de là, cette idée. Mais c'est clairement, en fait, ce qu'on va rechercher. Si on veut encore des plays qui sont pas trop... Je trouve jamais mon... Pourquoi je trouve jamais mon rectangle? Ah, il est là, mais j'avais fait autre chose. Bon. Ici, première classe, juste là. Et honnêtement, c'est clairement ce que je cherche. Donc, si j'ai une confirmation sur une structure en W, en mensuel ici, évidemment que ça aura mon investissement, vu la capitalisation, et juste le fait, en fait, que ce soit listé sur de très gros échangeurs. Parce que c'est très facile, en fait, de drainer beaucoup de liquidités sur un événement de liquidité très simple, une forme de hype, un coup marketing, et vous prenez votre 110% assez facilement. Hein. Je vous le dis en toute franchise. Voilà. Si vous ne l'avez pas pris, prenez-le éventuellement. Mais honnêtement, c'est l'objectif, c'est clairement ça. C'est les structures seraient potentiellement faites, roi de pique pour les plus patients. Et derrière, si on fait ça, les professionnels s'y positionnent. Généralement, se positionnent ici, au niveau des professionnels. Quand on retourne en fait sur des structures en mensuel, la dynamique de fond. Donc des creux toujours plus hauts que les précédents et des hauts toujours plus hauts que les précédents. L'objectif, si on vient à casser ça sur un ROC hypothétique, encore une fois, donc on évite de prédire plusieurs mouvements à la fois. Donc c'est un mouvement à part un. Mais je vous donne un petit peu la représentation d'une fractale qui se présente régulièrement sur les marchés crypto-monnaies et traditionnels, plutôt technologiques ici. L'objectif des pros, c'est de se mettre là et après derrière, boum, ça part et ça peut partir extrêmement fort. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je m'excuse encore une fois pour ma voix. Je vais essayer de me rétablir tout au long du week-end et prendre soin de moi. Vous, de votre côté, prenez soin de vous. Et on se retrouve sur le Discord. Lien dans la description. Bon week-end à tous.